Ok, alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un dashboard de ce type, comme celui que vous pouvez voir à l'écran. Donc rapidement, c'est un tableau de synthèse qui vous permet de récapituler de manière visuelle et synthétique l'ensemble de vos titres en portefeuille. On peut également utiliser ce genre de tableau pour évidemment synthétiser de nombreuses autres informations. Ici, notre source de données, ce sont des titres financiers. Donc, évidemment, je vais partir de cette hypothèse de travail pour élaborer l'ensemble du tableau. Euh, dans l'exemple qui va suivre, je vais tout simplement vous expliquer comment construire ce tableau ou dashboard financier et comment l'automatiser au mieux à l'aide de fonctions. Donc, rien de très complexe, même si ça peut en avoir l'air, ça va être un petit peu plus simple que ce que vous pourriez avoir en tête. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement ouvrir une nouvelle feuille Google Sheets. Donc je vais travailler avec Google Sheets dans cet exemple. Et petite précision, je vais faire en sorte que vous puissiez avoir la valeur en euros de l'ensemble de votre portefeuille, y compris lorsque vous avez en partant du principe que vous déteniez des titres libellés en dollars. Donc en appliquant une formule qui permet de convertir la valeur de vos titres en dollars mais en valeur en euros. Donc ainsi vous pourrez en temps réel disposer constamment de la valeur d'ensemble de votre portefeuille, que vos titres soient, que vous déteniez des titres en euros, libellés en euros, des titres libellés en dollars américains. Je prends ces deux devises à titre d'exemple. Évidemment, on pourrait avoir des francs suisses, on pourrait avoir d'autres devises, du bitcoin même, pourquoi pas. Là, on va prendre l'exemple de titres cotés dans l'espace économique européen et puis aussi sur la bourse de New York et donc sur le New York Stock Exchange et le Nasdaq par exemple. Des titres donc en dollars et en euros et je vais vous montrer comment on peut automatiser tout ça. Donc il y aura besoin de simplement un tout petit tableau très simple. Je vais vous montrer comment le construire, c'est vraiment très simple et rapide à faire. Euh, à partir de là, on va pouvoir construire notre tableau de synthèse que vous voyez sous les yeux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau document Google Sheets et je vais directement importer la structure de ce tableau pour pouvoir le construire à nouveau de A à Z. Pour la bonne pratique, lorsque vous construisez un tableau Google Sheets, pour bien savoir où il se trouve, d'abord déjà pensez à le nommer, donc dashboard, synthèse, exemple, par exemple, et vous vérifiez qu'il est bien positionné au bon endroit. Et puis vous pouvez le renommer ici aussi également. euh, ta- tableau, voilà, tableau de bord par exemple, financier. Et là, ici, vous pouvez le déplacer là où bon vous semble dans votre Google Drive, dans votre cloud Google Drive. Donc là, ici, ce que je vais faire, pour me faciliter un petit peu la tâche, je vais simplement importer directement la structure de ce tableau qu'on va reconstruire dans l'ensemble. On va peut-être pas procéder à toutes les mises en forme conditionnelles avec les couleurs, etc. On va peut-être pas retenir non plus la colonne compte, mais l'important c'est d'avoir quelque chose qui marche et qui fonctionne. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc alors pour commencer, je vais utiliser une fonction d'import, donc un import de données depuis notre feuille de calcul. Là en l'occurrence, vous n'avez pas forcément besoin de retenir cette fonction import, import range. Là c'est plus pour faciliter le travail. Euh, et donc qu'est-ce que je vais importer? Je vais importer la feuille dashboard titre. Et on a besoin de quelle cellule? Je vais importer tout ce qui est ici, donc de la cellule A1 à la cellule, je m'arrête à la cellule M13. À la limite, les sparklines, de toute manière, ça fait l'objet d'une autre vidéo qui est sortie ou qui va sortir, donc dans tous les cas, vous inquiétez pas, mais si on a le temps, on va rapidement faire également des graphiques sparklines. Donc je vais importer rapidement les cellules qui nous intéressent. Et à partir de la structure de base, euh, autoriser l'accès, à partir de cette structure de base, je vais vous montrer comment reconstruire ce tableau. Donc la structure initiale de notre tableau, elle va ressembler à ça. Donc évidemment, vous intégrerez tous les titres qui vous intéressent en portefeuille. Là, on a les tickers respectifs. Donc, si je prends par exemple l'exemple de NYSE de petit point GS, c'est simplement le ticker de Goldman Sachs, par exemple. Si je prends le ticker EPA de petit point MC, tout ça, vous le retrouvez sur Google Finance en fait en pratique. Euh,
Donc EPA, MC, c'est Moët et Chandon, donc LVMH, etc. Ça, je vais quand même garder cet onglet ouvert, Chrome, parce que ça va nous permettre de vérifier la cohérence de nos résultats. Donc ici, je vais créer un autre tableau. C'est à partir de là que je vais faire notre exemple, parce que je vais faire quelque chose d'un petit peu plus court que ça, et puis sans reprendre stricto sensu toutes les données qu'on retrouve ici, puisque c'est simplement les données importées en temps réel de cet exemple de dashboard financier. Donc là, je vais simplement copier la première ligne, et je vais partir de ça pour pouvoir ensuite vous montrer comment construire le tableau de A à Z, et je vais en faire un qui est un petit peu plus petit. Donc je vais simplement coller les en-têtes. Donc une fois qu'on a ça, je vais peut-être pas retenir la colonne G, on n'en aura pas besoin dans notre exemple. Donc je vais la supprimer puisque c'est une colonne qui fait référence à un autre tableau avec le compte. Mais je vais déjà faire un exemple avec les titres libellés en dollars et en euros, avec les taux de change, etc. Et on n'aura peut-être pas besoin non plus de ces deux colonnes avec les variations sur 365 jours depuis le début de l'année. Donc pour l'instant, je vais les masquer simplement pour simplifier un petit peu la structure de notre tableau. Néanmoins, on va quand même le remplir au fur et à mesure. Donc je fais une petite mise en forme très rapide pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc là, je vais le faire avec seulement 4 titres en portefeuille et je vais délibérément prendre 4 sociétés qui sont cotées sur 4 places de marché différentes. Donc on va par exemple prendre le cas de LVMH, donc coté sur la bourse de Paris. On va prendre ASML, coté sur la bourse d'Amsterdam, donc deux titres en euros. On va prendre par exemple, disons, Coca-Cola coté sur la bourse ou BlackRock coté sur la bourse de New York Stock Exchange, donc en dollars américains, et puis pourquoi pas Apple ou Microsoft, tiens, coté sur le Nasdaq. Donc là, la première chose à faire lorsque vous voulez construire un tableau de bord financier, c'est d'intégrer une colonne au sein de laquelle vous indiquez les codes mnémoniques ou tickers de chacune de vos sociétés. Les codes mnémoniques ou tickers, vous les retrouverez tout simplement directement en ligne. C'est très facile, hein. Euh, par exemple pour Microsoft, c'est MSFT. Euh, pour Coca-Cola, c'est KO, etc. Donc ça, vous tapez tout simplement KO par exemple, et vous trouvez sur Google Finance toutes les informations. Donc c'est assez rapide à faire. Donc voilà, je vous montre simplement comment on fait, mais c'est assez facile à faire et assez rapide à faire également. Donc je vais pas trop m'éterniser là-dessus, parce que le but de la vidéo c'est pas de vous montrer comment on récupère les tickers des sociétés cotées en bourse. Si vous allez sur Zone Bourse par exemple, vous pouvez vite les retrouver, vous tapez par exemple LVMH et vous allez avoir le ticker MC, voilà. Donc, et vous savez que c'est coté sur Euronext Paris, donc vous tapez deux petits points EPA, deux petits points MC, comme dans mon exemple ici. Euh, AMS pour la bourse d'Amsterdam, New York Stock Exchange pour le NYSE, Nasdaq pour Nasdaq. Donc ici, pour les titres, bon, je l'ai rentré manuellement, mais vous pourrez faire une recherche V. Euh, donc ici ASML, parce que c'est rapidement fait. Ici BlackRock, et ici Microsoft. Et ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est avoir un tableau de bord ici qui est automatisé. Enfin, un tableau de synthèse qui est automatisé et qui est évolutif et surtout connecté en temps réel aux cotations boursières. Donc au moment où je tourne cette vidéo, la bourse est fermée. Néanmoins, évidemment, le tableau il est amené à évoluer en continu. Enfin, les valeurs qui seront rentrées dedans seront amenées à évoluer en continu lors des séances de bourse. Donc là, ici, si je reprends la structure de mon tableau un petit peu plus enrichi, certes, mais avec 4 lignes, on va pouvoir déjà faire des très belles choses. Après, il suffit simplement d'en rajouter d'autres. On a donc notre ticker, notre titre, notre devise. Donc je fais tout en anglais, mais sachez une chose, vous pouvez tout à fait configurer dans fichier paramètres votre Google Sheets en français. Je le préfère en anglais de mon côté, donc évidemment pour moi je retiens les en-têtes en anglais, mais néanmoins vous pouvez mettre devise si vous le souhaitez. Donc ici, la première chose qu'on va faire, c'est intégrer une fonction Google Finance. Alors très rapidement,
c'est pour ça que vous avez besoin de récupérer les codes de chaque société qui vous intéresse, c'est comme mnémonique ou ticker, parce qu'en fait, on va faire référence à ceux-ci pour ensuite créer des formules qui sont dynamiques. Donc ici, on fait référence par exemple à la devise, donc on souhaite avoir la devise de LVMH, en l'occurrence c'est l'euro, et ce que je vais faire, c'est que je vais ici ajouter des dollars sur la cellule C1 pour la figer, de telle sorte que si je la fais descendre en bas de mon tableau, euh, on a toujours une référence à la colonne A, donc A2, 3, 4, 5, mais la cellule C1 reste toujours la même dans le deuxième attribut de notre fonction Google Finance. Donc cette formule, elle est très simple à construire. Donc vous voyez, hein, il suffit simplement d'avoir la référence au code mnémonique ou ticker qui nous intéresse, et puis ensuite la référence à un attribut qui nous intéresse. Pour plus de détails, je vous invite à tout simplement faire dérouler le petit bandeau et ensuite cliquer sur En savoir plus. Ça vous affiche sur la droite de l'écran une petite pop-up qui peut être déplacée et qui vous indique tous les attributs possibles. Donc par exemple en anglais ce sera alors price pour le prix, high, low, etc. Volume, market cap, etc. Donc le ratio PER et ainsi de suite. Donc ici, moi j'ai pris currency dans la tête de mon tableau. Donc plutôt que d'écrire entre guillemets currency, je fais référence à la cellule qui comprend ce terme. Simplement parce que comme ça, si je veux changer par exemple market cap, tout de suite ça va automatiquement faire varier mon tableau comme il se doit, donc ou par price earning ratio, du coup j'aurai toutes les données en temps réel. Moi ce qui m'intéresse ici c'est currency et vous allez comprendre pourquoi, puisque ensuite on va se servir des taux de change euro-dollar pour pouvoir avoir la valeur en temps réel en euros de notre portefeuille, indépendamment du taux de change euro-dollar, qui est au moment où je tourne cette vidéo à peu près à 1,11, donc sauf que ça varie en continu. Donc c'est intéressant d'avoir quand même quelque chose qui soit adapté, qui nous indique la valeur réelle de notre portefeuille en euros. Donc ici, donc PRU c'est le prix de revient unitaire, donc on va prendre des exemples fictifs, hein. Alors je vais d'abord rentrer les prix, et ensuite on va indiquer des PRU fictifs. Donc pour rentrer les prix, idem, prenez la fonction Google Finance et rendez-vous dans la colonne Price. Et là, tout simplement, vous faites référence à la cellule non pas C1 pour prix, pour devise, enfin currency, mais la cellule G1 pour price ou prix, donc le cours boursier. Et vous faites défiler ça vers le bas. Je précise qu'on pourrait encapsuler la fonction Google Finance dans une fonction array formula. La fonction array formula, elle vous permet tout simplement de faire défiler sur toute une colonne une seule formule pour éviter de surcharger la lourdeur de votre fichier. C'est plutôt de l'optimisation, mais dans tous les cas, bon ici c'est pas trop le sujet de la vidéo donc je vais pas m'éterniser là-dessus, mais l'idée reste la même. On va essayer de faire quelque chose de similaire à ce que j'ai construit ici. Ensuite, une fois qu'on a nos prix, donc ici on aura deux titres en euros, deux titres en dollars. Donc format, bon je le fais pas de la manière la, la plus rapide qui soit. Euh, mais dans tous les cas, je vais le mettre manuellement en dollars américains. On pourrait très bien faire une mise en forme, enfin un format conditionnel en fonction de ce qu'on a dans cette colonne C, bien évidemment. Là, je le fais ainsi pour gagner un peu de temps. Les PRU, prix de revient unitaire, on va les intégrer, euh, on va essayer de les intégrer tout simplement dans la devise concernée. Donc, par exemple, on a acheté nos actions LVMH en euros, donc on va intégrer un prix de revient unitaire en euros, disons 750 euros. ASML, on a acheté ça par exemple 500 euros. Et puis, ce qu'on va faire, bon là, je vais encore une fois le faire manuellement. Euh, on a acheté BlackRock en dollars américains, par exemple à 600 dollars américains, et Apple, Microsoft, pardon, on a acheté ça pour 300 dollars. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement copier et coller le format. Et je vais faire de même ici. Donc, c'est pas la manière la plus optimisée de le faire, mais dans tous les cas, elle fonctionne. Ensuite, la quantité, ça va être
c'est fictif, hein, on va en prendre 10 par exemple pour LVMH, on va en prendre 5 pour ASML, euh, 3 pour BlackRock et puis allez, encore 10 pour Microsoft. Et le but évidemment, c'est d'avoir ici une valeur en euros. Donc évidemment, ici, je pourrais me contenter de la valeur, ça pourrait être tout simplement le prix de revient unitaire fois la quantité. Ou tout simplement plutôt le prix actuel, si on veut la valorisation actuelle, le prix actuel fois la quantité. Mais néanmoins, si je fais ça, vous allez vite comprendre où est le problème. C'est que si je fais quantité multipliée par prix, j'aurai certes pour les valeurs en euros les bons chiffres, mais ici je les aurai en dollars et je les souhaite en euros. Donc là il faut intégrer quelque chose de supplémentaire dans notre formule pour pouvoir avoir les valorisations en dollars converties en euros. Donc c'est là que je vais aller récupérer. Alors pour la bonne pratique, il faudrait créer une feuille supplémentaire et intégrer ça dans un autre tableau et y faire référence. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement supprimer ma formule ici, enfin supprimer ce que j'ai fait ici, et je vais récupérer directement d'emblée un petit tableau que j'avais déjà construit au préalable. Donc vous allez voir, c'est un tableau qui est très rapide à faire. Donc je vais vous l'expliquer rapidement. Je vais par exemple le caler ici. Ce tableau, c'est un tableau qui vous permet auquel on va faire référence dans la formule ici. Donc de telle sorte que si certains titres sont libellés en dollars, on va faire référence à ce tableau pour leur appliquer le taux de change qui convient. Donc là, ça va être typiquement la devise convertie en euros, pardon, la devise en dollars convertie en euros. Donc forcément, on aura ici des valeurs plus faibles en euros que si elles étaient laissées en dollars. Donc ce tableau, comment on le construit? Simplement, de la même manière que celui qui est au-dessus, on crée simplement une ou deux colonnes, une troisième si on veut à titre plutôt indicatif. Dans mon cas, c'est simplement pour me rappeler que je convertis l'ensemble des devises de la gauche à droite en euros. Néanmoins, deux colonnes suffisent. Devises converties, le taux de change appliqué. Donc euro, USD, Bitcoin et euro simplement, c'est pour me rappeler qu'on est bien sur un, mais dans tous les cas, ce qui compte, c'est d'avoir simplement ces deux lignes devraient suffire. Donc au total, trois lignes dans votre tableau. Donc ici, ce qui compte, c'est simplement, vous contentez tout simplement, pour convertir une devise en une autre, vous faites la fonction Google Finance, entre guillemets currency, deux petits points, EUR, USD. Mais ça pourrait très bien être CHF, USD. Je vous donne un exemple. Je fais Google Finance. Et puis on avait dit qu'on voulait par exemple le taux de change CHF EUR, par exemple. Et donc là, ici, on sait que pour 1 franc suisse, on a 1,037 euros. On va regarder rapidement. Donc c'est à peu près cohérent. On doit être à peu près à là. Donc pour 1 franc suisse, on a 1,04 euros. On va regarder rapidement CHF USD. On aura 1,15 $. Donc on va remplacer rapidement ça. Donc 1 franc suisse égale 1,15 $. Et ensuite, je vais passer à la suite du tableau. Donc là, on va remplacer EUR par USD. Et là, on a bel et bien 1 franc suisse égale 1,15 $ américain. Donc en fait, finalement, ce tableau, dans cette colonne, c'est ça qu'on a. Ici, j'ai rajouté aussi le Bitcoin plutôt à titre indicatif. Et bien évidemment, vous pouvez toujours faire l'inverse. Par exemple, USD, CHF. Faut surtout pas se tromper dans le sens de conversion, parce que là, ce sera inférieur à 1, le chiffre, évidemment. Donc par exemple, pour 1 dollar américain, vous n'avez que 0,86 francs suisses. Donc l'idée, c'est ça. Et donc là, notre objectif, c'est de faire en sorte que la valeur, là on l'avait en euros, donc c'est fait exprès, on veut que tout soit seulement et uniquement en euros. Donc je vais déjà d'emblée intégrer le symbole euro, et puis de toute manière, si nécessaire, je remplacerai le format par monétaire et en euros uniquement ici, mais on veut que tout ce qui soit libellé en dollars soit converti en euros. Donc pour ça, je vais simplement vous montrer comment faire. On fera évidemment référence à ce qu'on a dans nos cellules, donc dans celles qui sont ici. En l'occurrence, ce sera la cellule B14, puisqu'on va convertir des US dollars en EUR, en euros. Donc dans mon tableau de référence ici, alors ça peut paraître très complexe vu comme ça, parce que vous pourriez vous dire pourquoi la formule est si longue. C'est simplement que je l'ai automatisé avec un array formula.
Donc j'ai ouvert chaque plage de cellules, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas la rendre aussi complexe et on va aller un petit peu, on va pas non plus faire référence à un tableau qui s'appellerait liste tab dans cet exemple. On va directement faire référence aux cellules concernées dans notre propre tableau. Donc si ça peut paraître un petit peu abscon de prime abord, sachez que ça va être assez simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller la formule que j'avais déjà au préalable fait. Donc ici, on fait égal, alors soit égal ici, soit ici dans la barre de recherche. Et ici, on va faire référence, donc pour que vous compreniez bien ce qu'on utilise. En fait, c'est pas très compliqué, c'est dans cette colonne F, on va utiliser tout simplement plusieurs si imbriqués. Euh, c'est pas plus compliqué que ça, donc je vais d'abord faire entrer pour voir si ça fonctionne. Et je vais vous expliquer comment ça marche. Donc là, l'idée c'est que si la colonne, je vais commencer par, faut vraiment voir ça comme la technique de l'oignon un petit peu. On a d'abord un recherche V qui est multiplié par certaines cellules, lui-même imbriqué dans un premier si. Ensuite, on a un autre si qui englobe tout le reste. Donc, on pourrait encore agrémenter ça en rajoutant un array formula pour éviter d'avoir à copier-coller la cellule, copier-coller la formule dans chaque cellule. Parce que si notre tableau comporte une centaine de lignes, c'est bien d'automatiser au mieux le process. Mais simplement, c'est très simple. Ça peut paraître complexe vu comme ça, parce que là, je vous le montre de but en blanc. Mais si on prend rapidement la structure de cette formule, on a, on va reprendre un petit peu du centre. On sait que si on a dans la colonne C, donc devise currency, je vais la mettre en gras, comme ça on verra bien que c'est l'entête de tableau. On sait que si dans cette colonne C, on a une devise qui est en US dollars, dans ce cas, on veut appliquer à notre prix le taux de change, en l'occurrence 0,8982, qui est amené à évoluer bien évidemment en fonction de l'évolution sur le marché d'échange de la paire de devises euro et dollars. Donc si on a un titre libellé en dollars, on veut que notre cellule fasse ici référence à notre tableau ici et applique le taux de change concerné pour convertir la valeur de la ligne en portefeuille en euros. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque, dans trop de détails non plus, mais d'abord, il faut faire un premier si d'ensemble et l'imbriquer dans un deuxième si. Et donc, si la cellule C4, donc est-ce qu'on peut la voir mieux? Donc, la cellule C4, ici, la cellule C, la colonne C, c'est la colonne des devises. Donc, si dans la colonne des devises, on a entre guillemets USD, US dollar, donc c'est vrai pour la cellule C4 et la cellule C5. Donc, si dans la colonne C, donc vous mettez toujours un dollar, deux petits points C, et c'est seulement le 2, 3, 4, 5 qui bougera. Donc, si dans la colonne C, on a entre guillemets US dollars, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça c'est le second si ici, qui lui-même sera imbriqué dans un autre. Donc si on a un US dollar dans la colonne devise, on fait une recherche V pour déterminer dans notre tableau qu'on a ici, rechercher tout simplement la clé de recherche US dollar à la plage de notre tableau. À quel index? À l'index 2, puisque c'est la deuxième colonne de tableau ici pour recherche V. Et 0, on pourrait mettre false ou faux pour indiquer qu'on veut ou non des valeurs exactes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement multiplier. Donc, si évidemment, si ici on n'a pas d'US dollar, donc là évidemment c'est le cas, on est en euros sur la colonne, donc pour LVMH, enfin sur la colonne, pardon, sur la cellule C4, on est sur EUR, donc ici ça ne s'applique pas. Mais la formule s'applique tout de même dans tous les cas, mais ça reste en euros, puisque dans tous les cas, on n'a pas US dollar dans la colonne C. Dans ce cas-là, si on a un US dollar, par exemple pour BlackRock ou Microsoft, on veut que, on veut tout simplement, qu'on a une référence à l'index numéro 2 donc, de notre petit tableau ici. Donc c'est-à-dire que automatiquement, on va récupérer ce chiffre-là, qui lui-même est en temps réel mis à jour, et on va le multiplier par
G2, donc c'est-à-dire le prix, tout simplement le prix en question. Donc typiquement, ça veut dire qu'on va multiplier le prix ici, par exemple 751 $, par le taux de change ici, 0,8982. Ensuite, on va multiplier par la colonne E, c'est-à-dire la quantité. Et ainsi, ça signifiera tout simplement que si on a des libellés en dollars, automatiquement en euros, pour qu'ils soient appliqués ici dans la colonne valeur en euros, ils seront automatiquement multipliés par 0,8982 avant d'être multipliés par la quantité. Et donc, du coup, on aura la valeur en euros. Donc, par exemple, là, si je mets par exemple, disons, qu'une seule action BlackRock, on aura bien un prix, on aura bien payé on aura bien toujours, pardon, un prix à 751 $, mais en euros, ça ne nous fera que 674 euros. Simplement parce que le taux de change il est à 0,89, donc on a un peu moins de 10% de moins que 751. Donc ça, c'est vraiment pour expliquer comment ça marche. Alors vous allez me dire, ok, la formule, là, elle est en partie expliquée. Donc le premier ici, il nous explique ça. Donc si on a, donc j'ai expliqué tout ça, le VLOOKUP, si on a US dollar dans la colonne C, dans ce cas-là, on fait une recherche V sur ce petit tableau ici et on va multiplier ça par la colonne G, donc le prix en dollars qu'on multiplie par la quantité pour avoir notre valeur en euros. Donc ça c'est la valeur si c'est vrai, si on a bel et bien en US dollar, un US dollar dans la colonne C. Mais si c'est faux, il faut bien qu'on affiche ce qu'on a en portefeuille. Donc si on n'a pas US dollar, autrement dit, si dans notre colonne C, on a des valeurs en euros, ben dans ce cas-là, la valeur si c'est faux, c'est qu'on va laisser telle quelle, on va simplement faire prix fois quantité. Et ça va nous donner la valeur d'emblée en euros. Ensuite, c'est pas tout, parce que j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus complexe. Il y a un deuxième si qui est imbriqué dans tout ça. Et donc, si tout ça, donc là vous allez me dire c'est un petit peu compliqué, je vous rassure, c'est pas du tout compliqué. Euh, donc il y a un deuxième si pour englober l'ensemble. Donc, excusez-moi. Donc l'expression logique, c'est celle-là. Si elle est vraie, on se contente simplement d'appliquer. Alors là, vous allez voir, c'est tout simplement un copier-coller de ce que je viens de faire juste avant. On se contente d'appliquer la formule précédente. Et si c'est faux, on enlève, enfin on affiche simplement ça. Donc ça en l'occurrence, je vais pouvoir l'enlever. Simplement, ça je l'avais mis parce que j'avais un arrêt formula dans ma formule initiale. Et donc là, si je fais ça, ça doit fonctionner. Et là, vous allez voir, automatiquement, euh, ça fonctionne. En fait, je viens simplement de comprendre pourquoi j'avais fait quelque chose de si complexe. C'est simplement pour une seule et bonne raison, c'est que dans mon dashboard initial, j'avais un arrêt formula. Et un arrêt formula, lorsqu'il est appliqué, nous indique énormément de valeurs en plus si on a des cellules vides. Je vous montre rapidement ce que ça donne. Voilà. Donc ici, de toute manière, on n'a pas de arrêt formula. C'est pas l'objet de la vidéo du jour, donc on va pas s'encombrer avec un arrêt formula. Et la formule, elle est très simple. C'est donc si la colonne C, elle contient US dollars, dans ce cas, on fait une recherche V dans ce petit tableau. Et on multiplie tout simplement le prix par G4, enfin le prix par la quantité en ayant appliqué d'abord le taux de change. Et sinon, ben, on se contente simplement de faire G4 fois E4, donc le prix fois la quantité. Une fois que ça c'est fait, on a finalement c'est la formule la plus complexe que vous verrez dans cette vidéo. Donc là on a déjà notre premier travail, donc notre grosse formule ici qui n'est pas si complexe que ça à comprendre. Donc une fois que ça c'est fait, ensuite on peut aller directement sur, bon pourquoi pas la variation depuis le début de l'année. Ça, c'est pas forcément le plus important, mais bon, je vais quand même rapidement le faire. Alors, on va utiliser pour ça une fonction index. Je vais simplement copier-coller ce que j'ai déjà ici et vous expliquer, mais rapidement, cette fois-ci, comment ça fonctionne. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est. Alors, évidemment, là, il y a un petit problème. C'est pas la colonne H, c'est la colonne G, puisque c'est le prix qui nous intéresse. Donc, et ici, évidemment, c'est forcément le G. Ici, ce qui nous intéresse, et tout ça, bien sûr, c'est en pourcent. Donc, je vais rapidement vous expliquer quand même comment on obtient ce genre de données.
Donc si on regarde rapidement d'abord déjà la variation depuis le début de l'année de LVMH, est-ce qu'on est bien à plus 25,04%? Year to date, ok, on est bien à plus 25,04%. Je vais vous expliquer comment ça marche bien sûr. Si on prend Microsoft, est-ce qu'on est à 43-49%? Et on est bien à 43-49%. On va prendre également Apple. Et Apple, on est à 53-47%. Donc je vais remplacer ça par Apple. Et on aura 53-47%. Donc ça, comment ça marche? Simplement ici, alors vous l'aurez remarqué, le G fait référence à la colonne, à la cellule qui mentionne prix, exactement, en anglais. Euh, Ici, G1 est figé sur prix, qui est nécessaire pour l'attribut de notre fonction Google Finance. Et ensuite, comprenez simplement que ici, vous pourrez faire pause et une capture d'écran si ça vous intéresse pour mieux comprendre cette formule. Mais simplement, comprenez une chose, c'est que on utilise pour ça une fonction Google Finance. Pardon, ici une fonction Google Finance, jusque là. Et cette fonction Google Finance, elle est simplement imbriquée dans une fonction index. Et on va diviser notre colonne G2, donc G2, G3, G4, G5, et le nom, enfin, X, X étant un nombre en fonction du nombre de lignes qu'on a en portefeuille, par un index qui fait référence à la fonction Google Finance. Donc ici, cette fonction, elle fonctionne avec un index en référence à une fonction Google Finance, et puis ensuite, tout simplement, ligne et colonne en index. Donc vous pourrez faire un copier-coller, une capture d'écran de cette formule. Ensuite, le poids relatif en portefeuille, à quoi il correspond? Le poids relatif en portefeuille, c'est simplement la proportion d'une ligne par rapport à l'ensemble de notre portefeuille. Autrement dit, c'est la valeur d'une ligne par rapport à la valeur de tout le portefeuille. Donc, je vais copier-coller ça et vous allez comprendre tout de suite. Donc ici, c'est égal à la valeur d'une ligne en portefeuille, par exemple la ligne LVMH pour 8600 euros, divisé par la valeur de tout notre portefeuille. Autrement dit, c'est égal, donc ici à nouveau c'est en pourcentage bien évidemment. Ici, ça revient à dire que par exemple la ligne LVMH qui pèse 55%, elle est égale. Donc là, si je fais la somme de F2 à F5, on a ça. Alors évidemment, là il y a un tout petit truc qui est gênant, je vais le mettre ici plutôt. Donc ici, si je divise évidemment pour vérifier 8619 par la valeur totale du portefeuille, on va obtenir 55,8%. Donc si je fais égal ça divisé par ça, on a bien 55,8%. Donc là, je vais supprimer ça. Donc ici, c'est très simple, si on fait varier et qu'on n'a qu'une action LVMH, évidemment, le poids relatif il diminue. Et donc ça amène à évoluer en fonction de ce que vous avez dans votre tableau. Ensuite, la plus-value absolue, encore une fois, c'est relativement simple. C'est tout simplement, bon, je vais faire d'emblée, je vous l'explique, mais c'est rapide à faire, je vais copier-coller la formule. La plus-value absolue, c'est le différentiel entre votre prix de revient unitaire et le prix. Autrement dit, c'est prix moins PRU et multiplié par la quantité. Donc à nouveau, je vais copier-coller la formule que j'avais déjà constituée préalablement. Donc c'est égal à, on disait quoi? C'est égal au prix, donc là c'est G2 moins le PRU en D2 multiplié par la quantité. Donc là, très simplement, une fois encore, si on n'avait qu'une seule action LVMH, on aurait par exemple que 117 euros de plus-value. Donc 750, si notre PRU était par exemple à 860, on n'aurait que 7. Donc je vais faire le test, on n'aurait que 7,90 euros de plus-value. Vous voyez? Donc ici, on va dire qu'on a acheté nos actions à 700 euros par exemple, qu'on a 10 en portefeuille. Et donc ici, on a le plus-value qui s'adapte en conséquence. C'est simplement le différentiel entre le prix actuel et votre prix de revient unitaire multiplié par la quantité. La plus-value relative, c'est à peu près la même chose. Pas tout à fait, mais presque. C'est égal à votre... c'est égal au... c'est simplement égal au PRU divisé par la quantité. Pardon, votre prix divisé par votre PRU. Et à ça, on retranche 1 et on met tout 100%. Et ça vous indique un pourcent qui soit positif, soit négatif, bien évidemment. Donc ici, je vérifie quand même
ici j'ai fait le même principe. Et je vais quand même rapidement vous montrer comment faire un graphique Sparkline. Donc je vais simplement m'assurer qu'ici tout est cohérent. Donc ok, c'est cohérent. Alors il y a simplement une chose à noter ici, c'est que je prends le prix divisé par le PRU. Et je retranche 1, je mets tout en pourcent. Et ici, pourquoi j'ai moins 36%? Je regarde rapidement. Ah, c'est parce que pour Apple, évidemment, j'étais resté sur le prix de Microsoft. On va dire que Apple, j'ai payé 140 $ l'action. Et donc là, on a quelque chose d'un peu plus cohérent. On peut évidemment mettre une petite mise en forme conditionnelle. Et ensuite, je vous montrerai rapidement quand on fait un graphique Sparkline en quelques instants. Donc là, on fait format mise en forme conditionnelle. Et on va mettre des petites couleurs qui nous vont bien. Plus c'est petit, plus c'est gros, plus c'est vert, on va faire simple. On va appliquer ça d'ailleurs de J2 à disons K5. Non, J2, J5. Est-ce qu'on peut faire K2, K5? A priori ça devrait fonctionner. Bon, si c'est pas le cas, on va faire autrement. On va faire ça. Ensuite, on va ajouter une règle, on va l'appliquer à K2, K5. Exactement la même chose. Après, évidemment, vous pouvez aller un peu plus loin dans la personnalisation, mais c'est simplement pour avoir quelque chose qui soit parlant. Et on peut également l'ajouter sur la plus-value relative. Et je vais vous montrer comment faire un petit graphique Sparkline qui va bien juste après. Donc format, mise en forme conditionnelle. Et on peut faire un petit dégradé de couleur comme ceci à nouveau. Et rapidement, comme ça nous permet de voir qu'est-ce qui pèse le plus en portefeuille. Par exemple, si on avait 30 actions Apple en portefeuille, on verrait que Apple pèse beaucoup en portefeuille, plus d'un quart du portefeuille, et qu'en plus de ça, c'est une des valeurs qui nous a apporté le plus de plus-value, à la fois en absolu et en relatif. Donc plus de 37%. Et enfin, je vais quand même vous montrer comment faire un petit graphique Sparkline. Donc là, à nouveau, j'ai simplement copié-collé la formule qui est ici, parce que j'ai une vidéo à ce propos qui a été tournée. Donc on va faire rapidement un petit graphique Sparkline. Donc Sparkline synthèse. À nouveau, là on va copier-coller, on va coller la mise en forme, effectuer un collage spécial format uniquement. À nouveau, on va faire un petit peu de mise en forme pour que ça soit plus clair, mais encore une fois, ça c'est plus pour le côté esthétique. L'essentiel c'est d'avoir quelque chose d'opérationnel. Donc ici, pardon, ici on va recopier notre formule Sparkline. Je vous renvoie à d'autres vidéos que j'ai faites et à venir pour plus de détails sur les formules Sparkline. Comprenez une chose, c'est qu'une formule Sparkline fonctionne très simplement. En pratique, vous avez besoin simplement d'encapsuler une formule Google Finance. À nouveau, je vous renvoie vers d'autres vidéos que j'ai faites. Une formule Google Finance au sein d'une formule Sparkline. Et donc là, bon, si vous le souhaitez, vous pouvez faire pause et à nouveau faire une capture d'écran de ce que vous voyez à l'écran. Et ensuite, vous intégrez ça ici. Donc évidemment, là, c'est la cellule G1. Parce que c'est vrai que j'ai modifié un petit peu mon tableau de départ initial. Et donc là, vous avez une petite synthèse visuelle. Évidemment, vous pouvez agrandir un petit peu toutes vos différentes lignes. Si vous souhaitez qu'elles soient un petit peu plus larges, est-ce qu'on peut toutes les agrandir en même temps? On peut. Et là, du coup, vous avez un petit graphique Sparkline de synthèse qui vous permet de voir l'ensemble de vos titres visuellement en portefeuille, leur évolution au cours et là en l'occurrence, depuis le début de l'année. Donc entre le 1er janvier 2023 et aujourd'hui. Évidemment, vous pouvez faire sur 365 jours. Donc par exemple, ici, vous remplacez ça disons, par moins 365 si vous voulez. Et là, vous aurez sur 365 jours, un an, l'évolution de votre graphique Sparkline. Donc là, à nouveau, j'ai plusieurs vidéos d'ailleurs très spécifiques au graphique Sparkline, donc je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus pour l'instant. D'autant plus que là, mon Google Sheets, il bug un petit peu. Donc l'idée reste la même. Donc, comment on construit tout ça, vous l'aurez compris, vous créez d'abord une ligne avec vos tickers, c'est le plus important. À partir de là,
vous faites en sorte d'utiliser des fonctions Google Finance qui font référence à vos tickers et à des entêtes de tableau qui font office d'attribut de la fonction Google Finance. Le PRU, ça c'est vous qui le connaissez, pour chacun de vos titres. La quantité, vous l'indiquez manuellement. La valeur en euros, ici, retenez simplement qu'il vous faut faire référence à un petit tableau comme celui-ci. Donc comment elle fonctionne, je le rappelle à nouveau très très succinctement. Si dans notre colonne C, on a autre chose que de l'euro, typiquement par exemple ici US dollar, dans ce cas-là, donc si ça c'est l'expression logique, si elle est vérifiée, que faire? Ben, fais-moi une recherche V dans ce tableau, donc en A12 à C16, fais-moi une recherche V de US dollar, il va me le trouver ici en A14, affiche-moi dans ce cas-là, recherche-moi dans l'index 2 de ce petit tableau, donc ici en deuxième colonne, la valeur concernée et fais en sorte qu'elle soit strictement égale à, enfin, trigger-moi telle qu'elle est indiquée ici. Donc ici, il faut que ce soit exactement 0,8982. En fait, c'est est-ce que là, 0 ou vrai ou faux ou false or true, ça veut dire est-ce que vous voulez une valeur approximative ou pas. Et donc, dans ce cas-là, ensuite, tu me multiplies tout simplement ben, le prix par G, donc le prix par E, la quantité. Et si c'est faux, donc autrement dit, si on a déjà nos titres libellés en euros, bah, tu me fais le prix par la quantité et tu m'indiques directement ce qu'il y a en euros, la valeur en euros donc, de la ligne en portefeuille. Donc finalement, en fait, ça revient simplement à faire quantité fois prix. Et si seulement, ben, là dans currency, on a des US dollars, ça fait prix fois quantité fois le taux de change. Ensuite, donc là, pour le prix, bah, c'est simplement une fonction de Google Finance, à nouveau. Delta, depuis le début de l'année, c'est vrai que je ne l'ai pas trop expliqué, mais ce que vous devez faire, c'est simplement utiliser une fonction Google Finance avec bah, une référence à votre ticker, à nouveau ici. G1 pour le prix. Alors, date value today moins date diff, ça c'est simplement pour indiquer le delta entre la date diff, là ici ça m'indiquait 200 et quelques je pense, ça m'indique 203, le nombre de jours entre le début de l'année et maintenant. Donc là, ça c'est si je veux depuis le début de l'année. Évidemment, le dernier jour de l'année, date diff 01/01/23 à today, daily, ça va m'indiquer forcément une valeur pardon, de 365 jours. Donc si ça veut bien fonctionner. Donc là on a 203 parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est au 203e jour de l'année. Et ensuite, l'essentiel c'est de diviser donc simplement votre prix par une fonction index qui encapsule la fonction Google Finance. De faire un petit -1 bien sûr pour la cohérence. Je vous laisse encore une fois faire un screenshot si ça vous intéresse pour avoir votre variation depuis le début de l'année. Le poids relatif en portefeuille, là c'est assez simple, c'est la fonction, c'est la colonne F divisée par la somme de la valeur totale de la colonne F. Là l'avantage c'est qu'on a tout en euros, donc ça simplifie les calculs, tout est normalisé en euros, peu importe qu'on ait des titres en dollars cotés sur le New York Stock Exchange, le Nasdaq ou sur la bourse d'Amsterdam ou de Paris par exemple. Donc là c'est simple, hein, c'est la valeur de notre position divisée par la somme de tout notre portefeuille en euros. La plus-value absolue, bon, elle est pas c'est plus intéressant de raisonner en relatif qu'en absolu, mais toujours est-il que en absolu c'est relativement simple. Vous faites le prix moins le PRU, l'ensemble multiplié par la quantité. La plus-value relative, c'est tout simplement le prix divisé par votre prix de revient unitaire, et vous retranchez à ça 1, donc -1. C'est pas plus compliqué que ça. Et, et ensuite, donc, bah, que dire de plus? Le Sparkline, bah, c'est simplement une fonction Google Finance qui est encapsulée au sein d'une fonction Sparkline. Donc Sparkline, vous encapsulez simplement une fonction Google Finance, vous créez une fonction Google Finance telle quelle, et vous l'encapsulez dans une fonction Sparkline pour avoir ensuite bah, votre graphique évolutif comme ceci. Il y a d'autres vidéos à ce propos sur les fonctions Sparkline pour faire des choses beaucoup plus élaborées, mais l'essentiel est là. Et à nouveau, si vous voulez, vous pouvez faire une capture d'écran de ce que vous voyez à l'écran et faire vous-même votre tableau
de cette manière. Sachez une chose enfin, c'est que sur les devises, vous pouvez convertir des dollars américains en euros, des euros en dollars américains, des bitcoins en euros. Ici, je peux très bien mettre des Ethereum, ETH, ça devrait fonctionner en euros. Ah oui, évidemment, ici, il faut que je mette ETH. Donc, par exemple, un ETH égale 1682 euros. On va regarder. ETH, EUR, 1682 euros. Bitcoin, EUR, ça nous fait donc 26 860. Donc, on va regarder, on va remettre en Bitcoin. Donc, elle est très simple cette fonction de conversion de devise, hein. Il suffit simplement d'indiquer, alors entre guillemets, c'est pour ça que c'est en vert, donc Google Finance, entre guillemets, currency de petits points, et là, la paire de devises que vous voulez convertir, donc par exemple BTC, EUR. Pas plus compliqué que ça. Et écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, bah écoutez, bah, n'hésitez pas à me le dire. Et puis si vous avez des commentaires, indiquez-les moi sous cette vidéo. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous, faites comme d'habitude. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.